Allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que le confinement se déroule comme prévu. Donc, aujourd'hui, c'est un jour important puisqu'on va essayer, en tout cas, de parler du chapitre 7. Chapitre 7 dont on a un peu dégrossi les traits il y a donc depuis le début de l'année en vous parlant des trois cytosquelettes, de leur rôle. Mais voilà, aujourd'hui, on va rentrer dans le détail et je vous le dis, il est très chiant. Donc, il n'est pas très agréable à apprendre, mais si vous voulez, vous allez avoir, et ça c'est important par contre, vous allez avoir une certaine, il faut que vous ayez une certaine méthodologie pour l'apprendre. C'est-à-dire que là aujourd'hui, je vais vous montrer un peu. Alors, il me semble, hein, si mes souvenirs sont bons, alors il est en deux parties, en tout cas, je ne sais pas cette année pourquoi, ça a été fait en deux parties, mais en tout cas, il faudra l'apprendre en partie. Alors, avant de commencer, avant de vous le projeter, alors je vais vous le projeter, comme ça au moins c'est clair. Voilà. Alors, donc cours sur donc le microtube. Alors, on va, ça c'était le deuxième, le premier je vais vous le mettre là. Voilà, comme ça au moins j'ai les deux. Ok, donc le cytosquelette, en tout cas ce cours, il faut vraiment que vous fassiez attention à l'apprendre par étapes. Alors, comme chaque chapitre en biocé, mais encore plus là pour ce cours-là, ça nécessite les connaissances d'avant et ça nécessite aussi de le revoir de manière très régulière parce que c'est pas un cours qu'on voit comme ça de temps en temps, une fois tous les mois. Non, c'est un cours qu'il faut revoir souvent et écoutez-moi bien, quand vous allez le revoir, il faudra le revoir par cytosquelette. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, on va essayer de parler de la plupart des cytosquelettes, même si il me faudra 2 séances pour finir ce chapitre-là. Mais en gros, le cytosquelette, je vous rappelle qu'il y en a trois. Ok. On le voit bien sur la partie. Donc, il y a les microfilaments d'actine. Ok. Ça, c'est la plus grosse partie qu'on va étudier. On va voir les microtubules. Ok. Donc, ça, c'est le deuxième cytosquelette. Et on va voir aussi les filaments intermédiaires, qui est le troisième type de cytosquelette. Et puis à la fin, on verra une dernière partie, donc ça c'est à la fin, comment ces cytosquelettes interagissent. Ce qui est intéressant dans la structure, c'est qu'on a vu, en tout cas on a bien dégrossi en amont. Et avant toute chose, je vais vous montrer donc un schéma que l'on a déjà vu ensemble, mais qui est bon de revoir parce que déjà vous ne le comprenez pas tous, ce schéma. Il apporte quand même pas mal de choses intéressantes, notamment sur le cytosquelette. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le chapitre 4, il y a un schéma que vous adorez, qui est celui-là. Alors ça, si vous comprenez ce schéma à gauche, vous avez compris comment marche le cytosquelette. Déjà dans votre tête, ok, il faut que vous arriviez dans les trois cytosquelettes en question, ok, à d'abord à savoir tous leurs rôles. Encore une fois, on va les décrire ces rôles-là, mais il y a trois rôles principaux du cytosquelette. Premier rôle du cytosquelette, peu importe, hein, de manière générale, un cytosquelette, ça va servir à donner une forme à la cellule. Ça, c'est le premier rôle du cytosquelette. Cytosquelette, le squelette de la cellule. Donc, quand vous entendez le mot cytosquelette, ça doit vous faire tilt et ça doit vous dire, bon, ben, ça donne la forme à la cellule. Alors, il y a un micro qui est ouvert, éteignez-le s'il vous plaît. Deuxième rôle du cytosquelette, donc ça on l'avait vu. Deuxième rôle du cytosquelette qu'on a vu aussi, c'était dans le transport de vésicules. Okay, ça on va le voir très très profondément aujourd'hui. Une protéine, quand elle se déplace, de manière générale, quand c'est une protéine qui appartient au système endomembranaire,
elle se déplace via un taxi qui s'appelle une vésicule. Et en fait, cette vésicule-là, elle va, et on va le voir, elle va avoir besoin du cytosquelette pour se déplacer d'un bout à l'autre de la cellule. Ça, c'est la deuxième chose. Et enfin, troisième chose, troisième élément important du cytosquelette, rôle qu'on va voir aussi aujourd'hui, c'est la contraction musculaire. Donc là aussi, le cytosquelette va avoir un rôle. Okay, quand vous contractez un muscle, alors quand je suis en classe, ça vous percute plus. Mais en gros, alors voilà. Quand ma tête veut, ok, je force, je contracte. Et la contraction permet aux muscles, ok, de se rétrécir. Et c'est aussi l'étude qu'on va voir aujourd'hui, si on a le temps, je l'espère, qu'on va voir aujourd'hui au niveau du cytosquelette. Et ça, c'est pour ça que je viens ici. Et ça, c'est très important parce que ce schéma-là, il vous montre et il détaille surtout la capacité et de transformation du cytosquelette. Alors, ce schéma, il est moyennement fait, okay, je vous l'ai déjà dit, parce que, en fait, quand il y a ce rond-là, ce rond, c'est le cytosquelette. En tout cas, on va prendre l'exemple du cytosquelette. Et ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est, en tout cas, fixé par le rond. Donc, on va prendre le cas de l'actine. Microfilament d'actine, actine. Donc, finalement, le cytosquelette, il peut être sous deux formes. Soit inactif, donc sous forme de monomère, ici, soit actif, sous forme de polymère, ici. Et qu'est-ce qui va faire passer de l'un à l'autre? Et j'en ai discuté avec un d'entre vous tout à l'heure. C'est que lorsqu'il est sous forme de monomère, cette actine, elle est couplée à l'ADP. Okay, puisque actine, c'est ADP. Pareil, quand ça sera le microtubule, la tubuline, le monomère de tubuline sera couplé au GDP. Ok? Donc il y a des micros qui sont. S'il vous plaît, les micros, vous les éteignez. Mais j'avais plus de farine. C'est dommage. Merci pour les micros. Ok. Donc, quand la tubuline ou l'actine est liée soit à l'ADP, soit au GDP, alors c'est inactif. Mais un jour, dans la constitution donc, du cytosquelette, on va avoir ce qu'on appelle le phénomène d'échange. Alors l'échange, ce n'est pas une réaction. On ne transforme pas, on va dire, l'ADP par de l'ATP. Faites attention. Ce n'est pas une transformation, c'est juste un échange. On échange les nucléotides. Donc on va faire dégager l'ADP et on va faire venir l'ATP. Et donc ce monomère en question ne va plus être couplé à l'ADP, mais va être couplé à l'ATP. Ça va lui donner une modification de sa conformation qui va faire en sorte qu'il va appeler ses copains. Donc plusieurs actines couplées à l'ATP vont former le microfilament d'actine actif et activé. Et ça, on va voir après tous les différents rôles du microfilament d'actine. Et pareil, on peut faire la même chose sur la tubuline. C'est exactement le même principe. Maintenant, lorsqu'on n'en a plus besoin, on prend l'exemple encore une fois, hein, on peut prendre l'exemple de ce que vous connaissez d'une exocytose ou d'une endocytose. On a dit qu'il y a une déformation locale de la membrane plasmique. Donc en fait, lorsqu'il y a la modification de la membrane plasmique, le cytosquelette joue un rôle, mais lorsqu'on n'en a plus besoin, on va avoir une hydrolyse et on revient au stade de monomère. D'accord? Donc ça, c'est très important de connaître bien ça, cette réaction-là en chaîne, ce cycle-là, parce que en fait, c'est tout le chapitre 7. Donc on va commencer. Alors, juste vous compreniez aussi, je ne sais pas si je disais au début, c'est quand vous apprenez le cytosquelette, vous devez vous mettre en tête qu'il y a, on range dans la même catégorie, disons, le microfilament d'actine et le microtubule. C'est la même chose. Ok? Quand je dis que c'est la même chose, c'est-à-dire que ça fonctionne de la même manière. Alors que le filament intermédiaire, il fonctionne d'une toute autre manière. Alors, pour preuve, le microfilament d'actine ou le microtubule, c'est des protéines globulaires. C'est-à-dire que l'actine ou la tubuline, le monomère, c'est ce qu'on appelle une forme tubulaire. Et lorsqu'il y a donc
quand on a le filament intermédiaire, ce n'est pas une forme tubulaire, mais ça va être une forme fibreuse. OK? Donc ça, voilà, excuse-moi. Ça, c'est important de connaître au moins la nature de chacun. C'est pour ça que vous allez apprendre chaque fois que le microfilament d'actine et microtubule fonctionnent à peu près de la même manière. OK? Et par la suite, vous allez avoir le filament intermédiaire qui fonctionne de la même manière, de sa manière à elle. Alors, filament intermédiaire, vous l'avez déjà vu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'imagine, j'espère que oui. Le filament intermédiaire, on l'a vu dans le chapitre 2, quand on a parlé des jonctions. On a dit que ce qui relie les jonctions au reste de la cellule, c'était le cytosquelette. On a vu que pour jonction serrée et jonction intermédiaire, c'était le microfilament d'actine qui les reliait à l'ensemble de la cellule. Et on avait dit que pour desmosome et hémidesmosome, ce qui relie au reste de la cellule, c'était le filament intermédiaire. Donc déjà, vous avez quelques notions de la différence entre les deux, en tout cas dans les jonctions et dans les cellules donc épithéliales. Donc vous voyez que dans l'ordre, le microfilament d'actine est beaucoup plus fin, puisqu'il fait 5 nanomètres, alors que le microtubule est beaucoup plus gros. C'est le plus gros, en fait, le microtubule. Et le filament intermédiaire, c'est le moyen. OK? C'est pour ça qu'on appelle intermédiaire. Donc, en gros, il faut aussi connaître un peu ces échelles de grosseur et de valeur. Donc, je répète, protéines globulaires, protéines fibreuses et donc tubuline, actine. Et là, on verra ce que c'est. Et les grosseurs. Le plus gros, c'est le microtubule. Et on verra, je pense, la prochaine fois comment il se forme. Et aujourd'hui, on va s'occuper du microfilament d'actine. Alors, avant de commencer, je vais vous dire pourquoi on voit les deux. Alors ça, bon, laissez tomber, c'est pas trop important. On vous dit juste comment on passe de l'un à l'autre, d'un monomère à un polymère. C'est pas le plus important, ça. Ça, par contre, c'est important. Ce schéma, pour bien comprendre les choses, c'est vraiment important. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut distinguer le microfilament d'actine et le microtubule avec le filament intermédiaire. Alors pourquoi? Là, on le voit très bien dans le schéma, c'est que actine et tubuline marchent grâce aux liaisons à des ribonucléotides, ATP, ADP, GTP, GDP. Donc tubuline G, actine A. On passe de l'un à l'autre, ça vous le savez, je viens de le dire à l'instant, grâce à l'échange de nucléotides. Ça, c'est le mode de fonctionnement des deux microfilaments d'actine et microtubules. Et vous le voyez ici, donc je répète, on passe d'un monomère, ici à un polymère. Mais ici, pour les filaments intermédiaires, ça marche pas de la même manière. Comment on fait pour passer d'un monomère de filament intermédiaire à un polymère de filament intermédiaire? C'est très simple. On rajoute, alors farnésisation, c'est un acide gras. Donc on rajoute des acides gras, ok? On phosphoryle, on déphosphoryle, ok? On permet une eau-glycosylation, et ça, donc le fait de rajouter sur ce monomère, ça va le transformer en filament intermédiaire. Donc vous voyez qu'ici, il n'y a ni de ATP, ni de GTP. Okay, donc ça, c'est important de bien comprendre les tenants aboutissants de tout ça. Ça, voilà, il y a ce schéma-là en question. Donc ça, c'était très important qu'il fallait bien voir. Ça, on va le voir. Et microfilament d'actine. On va commencer par le microfilament d'actine. OK. Donc, microfilament d'actine, ça, ce schéma, il est un peu le même que celui-là, sauf qu'il est, pour moi, mieux fait. Pourquoi mieux fait? Parce qu'il vous montre vraiment là la différence entre le monomère et le ribonucléotide. Donc ici, on répète. Comment se fait la polymérisation du microfilament d'actine? Donc je le répète. Quand vous bossez le cytosquelette, bossez-le par cytosquelette. Là, aujourd'hui, on va faire le microfilament d'actine. Donc vous, quand vous bosserez d'abord le microfilament d'actine et après, vous aurez le temps de voir microtubule et filament intermédiaire en même temps. Donc il ne faut pas tout voir ensemble parce que vous allez vous embrouiller. Donc aujourd'hui, on va rester juste sur le microfilament d'actine. Vous voyez, le monomère, couplé à l'ADP, inactif, tranquille. Il ne joue pas de rôle.
Et lorsque il va avoir un échange ATP-ADP, donc elle est ici, donc le monomère devient un polymère et il va former le microfilament d'actine. Alors, vous pouvez dès à présent essayer de noter, en tout cas de comprendre qu'il va y avoir deux extrémités, moins, où ça se polymérise de manière un peu lente, et une extrémité plus, où ça se polymérise de manière rapide. Et lorsqu'on n'a plus besoin, on fait une hydrolyse et ça revient à l'étape d'avant. OK? Alors, ce qui est intéressant sur ce schéma, donc ça c'est ce que je viens de dire. Ce qui est intéressant sur ce schéma, c'est qu'il y a, alors normalement il est bien marqué sur le machin, sur ce schéma il était bien marqué. Je vois si. Alors la vérité c'est que je vous donnerai, c'est pas ce cours-là, je vous donnerai un autre cours parce que pour moi ce cours il y a quelque chose de mieux à faire. Il n'est pas aussi bien fait que c'est peut-être pas le bon que j'ai avec moi. Je vous donnerai. À noter, et ça c'est très important, de savoir les drogues qui agissent sur le microfilament d'actine. Alors c'est quoi ces drogues? Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait parlé du cycle de la protéine G hétérotrimérique. Et dans le cycle de la protéine G trimérique, donc figure 16 du chapitre 4, selon mes souvenirs, vous avez une drogue qui s'appelait, c'était le choléra, le virus du choléra, qui jouait un rôle là-bas, un rôle important, où il empêchait la protéine G de revenir à l'état initial. Donc il y a des drogues qu'il faut savoir, il y a des virus qu'il faut savoir qui bloquent ou pas. Et là, il y en a deux à connaître. Okay, il y a la cytocalasine et les phalloïdines. Celles-là, pour le moment, on s'en fout un peu. Les cytocalasines, elles bloquent la polymérisation des microfilaments d'actine. C'est-à-dire que la cytocalasine, elle va venir ici. Vous voyez ici. Elle va venir ici. Elle va bloquer la polymérisation. Donc, en gros, c'est des drogues qui vont empêcher le cytosquelette de pouvoir fonctionner. Pareil, la phalloïdine va avoir le même rôle de bloquer par contre, la dépolymérisation. Donc, les deux vont se fixer ici. Et l'un va bloquer la polymérisation, la cytocalasine, et la phalloïdine, elle bloque la dépolymérisation. Donc, elle va avoir plus un effet stabilisateur. OK? Donc, ça, c'est très important de savoir ces drogues-là. On va avoir les mêmes pour le microtubule. Alors, ça, pareil. Ça, je vous donne juste une façon d'apprendre. Ça, c'est des mots barbares, par exemple. Je ne suis pas en train de vous dire que là, il faut le retenir jusqu'en septembre. Comme ça. OK? En revanche, si je vous donne un conseil, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, sur ce genre de choses, quand vous n'arrivez pas à retenir quelque chose, okay, que c'est des mots compliqués, on vous confondait la polymérisation, la dépolymérisation, etc., notez-le sur un post-it. Les rôles, qu'est-ce qu'il fait exactement, et vous l'accrochez dans votre chambre, et vous le mettez devant votre figure pendant une semaine. Et à chaque fois que vous le levez, à chaque fois que vous vous asseyez, vous voyez ce mot-là. Je vous assure qu'en une semaine, ça rentre et c'est clair. Voilà. Alors ça, c'est pas que en biologie cellulaire, c'est de manière générale. Donc ça, c'est important Alors voilà, celui qui arrive à le savoir maintenant, bah, tant mieux pour lui. Mais c'est important en tout cas et c'est des choses qui tombent. OK. Pareil, ce schéma est très important. Et ce schéma, il est à voir, on ne va pas le voir maintenant, il est à voir à partir du moment où on a tout fait. C'est-à-dire quand on aura fait tous les rôles du cytosquelette et de ces protéines qui jouent un rôle, c'est là à ce moment-là qu'on va, on va permettre de comprendre et d'apprendre tout ce schéma-là. Donc ici, dans ce schéma, on vous montre d'abord la fonction que va avoir le microfilament d'actine, okay, c'est-à-dire que comment il s'organise, les formes qu'ils peuvent avoir, polymérisation, dépolymérisation, stabilisation, et les protéines qui vont jouer un rôle. Et ça, on va les voir aujourd'hui. Ces protéines-là sont très importantes. Donc, encore une fois, ce schéma, ce n'est pas à voir comme ça, c'est à voir à partir du moment où on maîtrise un peu les choses. Donc ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, c'est pas important. Ça, on va le revoir, mais c'est pas important aujourd'hui. Ça, on l'a déjà vu. Et ça, c'est important. Regardez. Ici, dans ce schéma, je ne sais pas si vous vous souvenez,
Ça, c'est ce qu'on appelle une endocytose. Alors, qu'est-ce qui se passe lors d'une endocytose? Donc ici, on a le produit ici qui était sur la membrane plasmique, ici, qui va aller dans la vésicule, ici, qui se fait endocyter et qui rentre. Donc ici, je vous rappelle qu'il y a de la dynamine. Ici aussi, il y a de la dynamine qui permet l'étranglement de la vésicule. Et là, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu depuis le début de l'année. Il y a un détail en plus, c'est qu'ici va se former une polymérisation d'actine. Donc ici, il y a ce qu'on appelle une queue d'actine qui va se former. Qui fait partie de la queue d'actine? C'est, en tout cas, qu'est-ce qui permet la polymérisation de cette queue d'actine? C'est l'ARP2-3. Donc l'ARP2-3, ça fait partie des protéines qu'on ne voit que là d'ailleurs, hein, qui va jouer un rôle dans la polymérisation de cette queue d'actine. En gros, elle va pousser la vésicule au centre de la cellule. Ok? Qui va jouer un rôle aussi dans cette propulsion de cette vésicule d'endocytose? C'est aussi la dynamine. Donc la dynamine ici, dans ce cas-là, elle joue deux rôles. Premièrement, elle permet l'étranglement de la vésicule. Et deuxièmement, elle va pouvoir pousser la vésicule, ok? Elle va pouvoir la pousser jusqu'à arriver, on va après voir, au microtubule. Mais en gros, elle va la pousser de l'extrémité ici, postérieure de la cellule, vers l'intérieur. Ok? Donc on voit le texte en dessous. La vésicule d'endocytose s'éloigne de la membrane plasmique et est propulsée, voilà, c'est ça le terme, propulsée dans le cytosol par la polymérisation d'une queue d'actine. Donc ça, c'est très important. Ici, la polymérisation de la queue d'actine. Pareil, pour qu'il y ait polymérisation de queue d'actine, il faut qu'il y ait une polymérisation. Donc ici, on passe d'un monomère, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, à un polymère. Okay? Donc là, en gros, c'est stade de monomère. Et quand il y a ici la vésicule, il y a une polymérisation et hop, on l'envoie. Ça, c'est en tout cas l'exemple lorsqu'il y a une endocytose. Donc ça, ok. Donc ça, c'est un peu une explication. Ça, on s'en fout un peu. Ça, alors ça, on s'en balance. Donc voilà. Donc à chaque fois que vous voyez, donc ça, on l'a vu, hein, bien évidemment. Mais à chaque fois qu'on voit qu'il y a une déformation de la membrane plasmique ici, on imagine la queue d'actine. C'est pour ça qu'il y a marqué tout le temps cytosquelette. Et c'est là maintenant que vous comprenez tout. Depuis le début de l'année, je vous dis qu'à partir du moment où il y a une déformation locale du cytosquelette, il y a forcément consommation d'énergie. Et ben vous le comprenez très facilement parce que quand il y a action ici du cytosquelette, la queue d'actine va se former et donc il y a consommation de l'ATP grâce à la réaction en question. D'accord? Donc c'est maintenant, vous arrivez maintenant facilement à faire le lien entre cytosquelette et énergie. Pareil, lorsqu'il y a une exocytose, alors là, ce n'est pas la même chose. Lorsqu'il y a une exocytose, vous avez ici la vésicule qui est ici, qui était dans le microtubule, ça on va le voir. Et ici, cette vésicule, elle va aller au niveau de la membrane plasmique qui est ici, ok, pour pouvoir être exocytée. Alors déjà, très important, il faut que vous notiez que, alors on va le voir la myosine, on va le voir de suite. Mais notez que pour pouvoir sortir, vous voyez qu'ici, il y a des fibres, okay, des fibres de microfilaments d'actine qui sont ici. Et pour pouvoir sortir, il faut désorganiser ces fibres-là. Donc, qu'est-ce qui va jouer le rôle de désorganisation? C'est en clivant, en coupant les microfilaments d'actine. Qui va jouer ce rôle? C'est une protéine aussi qu'il faut savoir, qu'est-ce qui s'appelle la gelsoline. Et la gelsoline, elle a comme particularité de consommer du calcium. Donc, l'augmentation de calcium va permettre l'activation de la gelsoline, qui va permettre de couper les brins ici et qui va permettre à la protéine, à la vésicule donc, et la protéine d'être exocytée. Donc maintenant, vous comprenez tout. Vous comprenez pourquoi le calcium ici, depuis le début de l'année, qu'on dit qu'il est hyper important. Pourquoi il est hyper important lors des exocytoses? Parce que tout simplement, il va activer la gelsoline qui va justement, elle, permettre la cassure des microfilaments d'actine. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important, encore une fois, de faire le lien. Maintenant, il y a des choses qui commencent à se regrouper. Et vous allez voir que quand on va arriver au niveau du chapitre 8, là, vraiment, les choses vont paraître beaucoup plus claires. Donc, vous voyez ici, puisqu'on voit le truc un peu en hauteur. Donc ici,
pareil, à la dernière étape, exocytose. Et là, c'est ça, cette déformation ici locale de la membrane plasmique avec consommation d'énergie, puisqu'il y a cytosquelette, consommation de calcium. Donc, vous imaginez que pour une vésicule qui a beaucoup de matériaux à exocyter, bon, on va avoir besoin beaucoup de calcium. Alors, Dan, oui, j'ai une question. Pourquoi il faut du calcium dans l'endocytose alors vu que la gelsoline, elle est calcium dépendante, mais c'est pour l'exocytose? alors, c'est où que tu as vu que pour l'endocytose, il y a besoin de calcium? Je sais pas, je me suis dit que... Enfin, je Non, sais pas. alors peut-être, mais a priori Parce qu'il y avait écrit qu'il y avait besoin de beaucoup plus de calcium pour l'exocytose. Donc, intuitivement, je me suis dit peut-être que du coup, il y en a besoin pour l'endocytose, quoi. a priori pour l'endocytose, il n'y a pas tellement besoin de calcium en fait. Ok. Il n'y a pas tellement besoin de calcium. En tout cas, il n'y a pas, si tu as un schéma qui me le prouve, il n'y a pas de souci. Mais Oui. il n'y a pas besoin de tellement de calcium. Ok, merci. Alors, étape très importante. Alors là, ouvrez grand vos oreilles. Là, ça va chauffer. Ça va chauffer vraiment. Alors, comme je vous ai dit, une vésicule. Alors, bon, encore une fois, là je suis pas à l'aise, moins à l'aise en visioconférence qu'à l'oral. Mais si vous m'avez vu donc physiquement, je vous aurais fait des gestes qui vous auraient encore mieux compris. Mais je vais vous faire un geste. Ça, c'est une route. OK? Vous avez une route. Mais vous marchez. Vous avez des pieds, OK, qui vous transportent. Qu'est-ce qui transporte? Votre tête, entre autres, votre corps et votre tête. En bio-C, quand on parle du cytosquelette, de vésicule qui transporte, c'est la même chose. Regardez. Pour pouvoir être transporté, puisque c'est le deuxième rôle connu du cytosquelette, pour être transporté, cette vésicule, elle a besoin de deux éléments. Un premier élément qui sont les myosines. Alors ça, c'est le mot magique, myosine. Et deuxième élément, la route. Donc là, les pieds. Et la route, qui est le microfilament d'actine. Donc ça, je veux d'abord que physiquement, vous le visualisez. Donc, cette myosine, okay, elle va permettre le transport de la vésicule et elle va se balader à travers le cytosquelette de microfilament d'actine. Et en fait, et c'est ça qui est intéressant, alors je le vois s'il y a un truc là, ça on va le revoir à la fin. Ça on va le revoir. C'est un peu dans le désordre, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Non. Parce que cette année, il a un peu changé un peu la présentation. On va pas arriver là. OK. Donc en fait, hop, je reviens ici. C'est que la myosine en question, elle, pour pouvoir fonctionner, et ça c'est très important, elle doit être préalablement phosphorylée. Donc vous le voyez aussi, il y a une phosphorylation de la myosine pour pouvoir l'activer. OK? Et ça, vous voyez que c'est une myosine à queue courte. Vous verrez qu'il y a aussi une myosine à queue longue. On va le voir. Mais pour le transport des vésicules, c'est une myosine à queue courte. Myosine de type 1. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que la myosine, elle a une tête à activité ATPase. C'est-à-dire que ici, à chaque fois qu'il y a un déplacement du pied, il y a hydrolyse de l'ATP. OK? Donc, plusieurs choses à savoir. Premièrement, que le déplacement de la vésicule se fait grâce à la myosine de type 1. Deuxième chose à savoir, c'est que pour la myosine de type 1, il faut absolument qu'il y ait une phosphorylation pour l'activer. Troisièmement, il y a une hydrolyse de la tête ATP, de la tête qui a une activité ATPase, hydrolyse de l'ATP à chaque mouvement. Et quatrième chose à savoir, c'est au niveau du mouvement. Regardez, c'est que le déplacement de la myosine va dans le sens inverse du déplacement du microfilament d'actine. Regardez, le déplacement de la myosine va du moins au plus.
Alors que le microfilament d'actine, lui, va du plus au moins. Donc, il y a un peu un effet comme si inverse, où la myosine va d'un côté, et comme dans en gros, comme dans un tapis roulant. Vous avez tous fait, j'imagine, le tapis roulant qui va à l'inverse. Ben, imaginez-vous le tapis roulant, vous montez les marches à l'inverse, ce qui est dangereux, bien évidemment. Mais en fait, c'est le même principe. Bon. Alors, c'est quoi ce moins, c'est quoi ce plus? Ça, je ne sais pas si j'ai déjà dit. Retenez que quand vous avez une cellule, la périphérie de la cellule, le tour de la cellule, donc on va dire ici, tout le tour de la cellule, c'est l'extrémité plus. Le centre de la cellule, c'est l'extrémité moins. On va le voir tout à l'heure, l'importance que ça. OK? Donc maintenant, vous avez fait connaissance donc, de la RP23, vous avez fait connaissance de la gelsoline, et vous avez fait connaissance de la myosine. Alors, et donc vous comprenez très bien mon sujet de tout à l'heure, où je vous disais finalement, hop, alors, que ce genre de schéma, c'est bien le savoir qu'à partir du moment où vous l'avez travaillé. Si vous regardez comme ça, vous ne comprenez rien. Donc là, on revient. Polymérisation de la queue d'actine à RP23, clivage gelsoline grâce au calcium, et ici donc, la myosine de type 1 qui joue un rôle donc de transport de vésicules. Ok? Maintenant, on va voir, alors je l'espère en tout cas, c'est le prochain schéma qui est important, on va voir la myosine de type 2. Est-ce que je vois ce schéma avant? Je ne sais pas. Alors, non, je préfère voir ça, après je vais revenir. Regardez. Alors, notez que la myosine de type 2, elle, va avoir un rôle dans la contraction musculaire. Donc, quand la cellule a besoin de faire une contraction musculaire, alors elle va utiliser, non pas la myosine de type 1, mais la myosine de type 2. Mais vous voyez que vous allez voir qu'elles n'ont pas le même rôle, mais elles vont le même fonctionnement. Regardez, ça c'est la myosine de type 2. Ben, pour pouvoir être activée, elle a besoin aussi d'une phosphorylation. Et lorsqu'il y a une phosphorylation, elle va appeler ses copines pour former ce qu'on appelle, et ça vous dites, il faut vraiment le dire en cœur, le filament bipolaire. Donc un filament bipolaire, c'est fait d'un assemblage de plusieurs myosines de type 2, okay, qui vont encore une fois permettre la contraction musculaire. On va voir de suite. Et pareil, ces myosines ont des têtes ATP-asiques. Donc ici, elles ont des têtes qui vont consommer de l'ATP lors de la contraction musculaire. Donc myosine de type 1, c'est pour le déplacement des vésicules. Myosine de type 2, c'est pour la contraction musculaire. Alors là, vous voyez pareil que, et là c'est le point de divergence entre les myosines, c'est qu'en fait la myosine, elle, de type 2, elle ne va pas bouger. Ce filament bipolaire ne va jamais bouger. Alors que la myosine, oui, elle bouge. Et ici, dans la contraction musculaire, qu'est-ce qui va bouger? C'est les microfilaments d'actine. Ici et ici, ça bouge. Ça bouge. Mais ici, la myosine ne bouge pas. Ce qui va avoir comme mouvement, c'est que les têtes ATP-asiques. Donc retenez ça, qu'il y a un balancement de la tête ATP-asique. Elle va avoir juste un mouvement de balancier, ok, pour faire la contraction musculaire. Ok? Donc, regarde, très important, je répète, filament bipolaire immobilisé et de longueur constante. Ok? Donc ça, c'est vraiment important. Alors, je vous ai mis aussi un petit truc ici, la différence entre les deux. Mais voilà, quand vous savez ça, vous savez tout sur les myosines. Ok? Alors, avant de parler de la contraction musculaire, donc retenez bien ça, on va parler de quelque chose qui est hyper intéressant, la figure 14. Et ça, vous allez me faire plaisir, ok? Vous allez vous souvenir de ce que je vous ai dit la dernière fois. Alors, je vais prendre le chapitre 2. Chapitre 2 qu'a priori vous connaissez par cœur maintenant. J'espère que vous appréciez tous les petits QCM que je vous envoie de contrôle de connaissances. Alors, vous vous souvenez ici de l'intégrine. Bon, l'intégrine, c'était la protéine
la CAM ou la SAM, puisque ça peut être soit l'un soit l'autre, qui a une adhérence calcium dépendant, et qui peut donc, vu que ça peut être une SAM, se lier à la matrice extracellulaire. Mais pas n'importe où. On avait dit que l'intégrine peut se fixer prioritairement à la fibronectine, et aussi elle peut se lier à la laminine. Okay, c'était les deux sites de liaison, okay, de l'intégrine. Donc je répète, l'intégrine peut se fixer à deux éléments, soit fibronectine, soit laminine. Okay. Laminine, je vous le rappelle, c'est une protéine spécifique de la lame basale. Fibronectine, on la retrouve de partout. Donc ici, la fibronectine, elle va avoir un segment particulier qui s'appelle RGDS. Et depuis le début de l'année, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'à partir du moment où il y a une intégrine qui se fixe à la fibronectine, il y a la transduction mécanochimique, ici. Okay. C'est quoi cette transduction mécanochimique? Je vous avais dit, j'ai un contact à l'extérieur et je le diffuse à l'intérieur. Et ici, vous avez toujours vu depuis le début de l'année, en tout cas pour les gens sérieux, qu'il y a une protéine G monomérique ici. Et vous n'avez jamais compris ce que c'était. Et c'est mon tort. La vérité, c'est que j'aurais dû vous faire le lien directement, mais c'est pas grave, on va le faire aujourd'hui. En fait, ce lien, c'est très facile. Cette protéine G, on va la retrouver maintenant dans la figure 14 du chapitre 7. Regardez. On revient à notre histoire. Vous voyez ici, c'est l'intégrine. Elle a deux sous-unités, l'intégrine, l'intégrine, l'intégrine. Et ici, vous avez un cytosquelette qui est en bordel, pour parler joliment. Il n'est pas organisé, ce cytosquelette. Mais lorsque l'intégrine va se fixer à la matrice extracellulaire, donc soit laminine, soit fibronectine, ce qu'on vient de dire à l'instant, alors elle va activer une protéine G monomérique qui s'appelle la protéine G Rho. Alors ça, on va la mettre dans notre panier, cette protéine G Rho. Cette protéine G Rho, c'est la nouvelle protéine G que vous avez apprise maintenant, qui est la protéine G responsable, dans un deuxième temps, de l'organisation du microfilament d'actine. Donc en gros, la protéine G Rho, elle va organiser le cytosquelette, ce qu'on appelle en fibre de stress. Vous retenez ça, ok? C'est quoi? En faisceau large et parallèle. Donc vous voyez qu'ici, c'était le bordel. La protéine G va, lorsqu'elle va être activée par l'intégrine, le contact de l'intégrine avec la fibronectine ou la laminine, elle va permettre, la protéine G Rho, d'activer le cytosquelette pour le ranger en réseau nickel. Donc ça aussi, il faudra apprendre parfaitement ce schéma. En tout cas, il n'y a rien à savoir parfaitement, c'est juste le mécanisme. Et juste, je fais un petit flashback. Protéine G, protéine cytosolique, définition. Protéine cytosolique à ancrage temporaire à la membrane plasmique. On a les protéines G monomériques et protéines G trimériques. Okay, les trimériques, on n'en a pas trop parlé pour le moment. C'était ceux qui étaient couplés au RCPG. Mais protéines G monomériques, vous les connaissez. Il y a dynamine. Vous vous rappelez, il y a aussi donc DRP1. Il y a OPA1, mitofusine, les protéines de la mitochondrie, fusion, fragmentation. La protéine ARF, je ne sais pas si vous vous souvenez, la protéine ARF, elle joue un rôle, ça c'est figure 19 du chapitre 4. Ne soyez pas impressionnés, hein, c'est juste que ça fait 10 ans que je le vois. Figure 19 du chapitre 4, qui lui est responsable, vous vous souvenez, de l'activation de la protéine G pour former les revêtements. Okay, mais ça, on va le revoir dans le chapitre 8. Et la nouvelle protéine G, la 5e ou la 6e, la protéine G Rho. Okay, on fera un point sur toutes les protéines G quand on en connaîtra un peu plus. Mais la protéine G Rho, donc très, très importante. Donc ça, ce schéma aussi est important. Alors ça, ce schéma-là, j'aimerais que vous le regardiez parce qu'en fait, il n'apprend rien de particulier de plus. Il fait juste un résumé. Vous vous souvenez, ça, c'est les jonctions. La jonction serrée, jonction intermédiaire. Donc, jonction serrée, occlusine-claudine. Alors, vous voyez, c'est bien ces schémas, ça vous remémore les choses. Ici, il y a des cadérines. Vous voyez, là, vous reconnaissez la cadérine. Faites attention, c'est pas… Vous voyez, ça, si je vous mets ce schéma le jour du concours, enfin, le jour de l'examen,
là, je peux vous piéger en vous disant c'est la sélectine. Vous reconnaissez bien la cadérine. Vous reconnaissez bien que c'est calcium dépendant. Et vous reconnaissez aussi surtout bien qu'il est relié au microfilament d'actine. Okay, jonction intermédiaire et jonction serrée reliées au microfilament d'actine. Okay, jonction serrée, jonction intermédiaire. Donc ça, on l'a déjà vu. OK. Maintenant, on va parler de quelque chose de très important, qui est donc la contraction musculaire. On en a parlé tout à l'heure. Qui fait la contraction musculaire? C'est la myosine de type 2. Maintenant, la question, c'est de comment. Alors, là aussi, ne versez pas une larme. On va aller au chapitre 11. Vous allez aller au chapitre 11. Enfin, vous n'allez pas, hein, mais... Et je vais vous montrer un schéma du chapitre 11 que dans la fiche résumée que je vais vous donner à la fin, j'essaierai de vous mettre. Dans la figure, si je suis bon, dans la figure 21. Mais je ne suis pas sûr. Voilà, figure 21, nickel. OK. Cette figure 21, il faut la déchirer. OK, donc vraiment, il faut bien la connaître. En plus, elle est sympa. Qu'est-ce qu'il y a dans cette figure 21? On a un axone, donc un nerf, et on a ici une cellule musculaire. Et entre les deux, une jonction neuromusculaire. Donc en gros, ce que je vous ai dit tout à l'heure, votre cœur, aujourd'hui, il bat. Bon, mais vous n'avez aucun moyen de l'arrêter. Okay, à part d'être James Bond et de faire semblant de mourir. Okay, mais a priori, votre cœur, il bat de manière naturelle. Ça, vous le verrez, c'est le système végétatif. Ben, tout seul, le cœur, il bat. Vous n'avez pas besoin d'avoir une pensée pour pouvoir faire battre votre cœur. En revanche, vous serrez votre ami après le confinement dans les bras, vous allez forcer, vous allez donner un ordre à ça. Cet ordre, il provient de la tête. Donc en gros, juste que vous compreniez bien, quand vous avez un choix à faire dans la vie, en tout cas physique, il y a un potentiel d'action qui va s'activer. Ce potentiel d'action qui va s'activer va aller tout au long du nerf moteur. Et il va activer un canal, et vous le devinez tout vous-même, finalement, potentiel dépendant. Je répète, un canal potentiel dépendant. Ça veut dire quoi? C'est qu'il va libérer du calcium, en tout cas, il va faire rentrer du calcium ici, grâce à un potentiel d'action, un système électrique. La libération du calcium, maintenant vous le savez par cœur, va provoquer une exocytose. Ça, vous le savez par cœur maintenant, grâce à la gelsóline, le microfilament d'actine, Et ici, il va libérer par exocytose beaucoup de ce qu'on appelle ACH, c'est l'acétylcholine. Okay, l'acétylcholine, c'est une sorte d'hormone, qui va, lui, se mettre sur des récepteurs de la cellule musculaire. Là, encore une fois, je vous explique comment ça marche, le fait de contracter un muscle. J'y pense, j'ai un signal électrique qui va aller dans mon nerf, qui va descendre jusqu'à la cellule musculaire. L'acétylcholine, il va avoir comme rôle d'aller sur des récepteurs, ici, plein de récepteurs, au niveau de la cellule musculaire. Et on verra dans le chapitre 11, c'est quoi ces récepteurs. Alors là, le sarcolème, c'est la membrane plasmique de la cellule musculaire, sarcolème. Et donc, ici, l'onde de dépolarisation, donc le potentiel d'action, il continue. Il continue. Et il va arriver jusqu'à une invagination de la membrane plasmique qu'on appelle un tubule-T. C'est un petit endroit que vous verrez en histo d'ailleurs. Ici, le tubule-T, qui est ici donc l'endroit où il va avoir un lien avec un RE. Ça, c'est un RE. Et lorsque cette onde va arriver au niveau de ce tubule-T, il va libérer du calcium. Ce calcium va venir là, et là on va le voir de suite comment ça va se passer, et il va faire la contraction musculaire. Ce calcium, on va le voir, puis après il re-rentre par une calcium ATPase. Alors pourquoi une calcium ATPase? Très simple. Il y a plus de calcium où? À l'intérieur, ici dans la lumière, ou dans le cytosol? Allez, répondez-moi. Dans le cytosol? Ça va dans le sens inverse du gradient, là. Alors juste, je vois. Oui, alors j'ai une question. Effectivement,
on allait rappeler comment les chaperons vont rentrer dans le RE. On va essayer de le voir. Ok, on va essayer de le voir aujourd'hui. Ok. Alors, quoi? Vous m'avez dit à l'intérieur ou à l'extérieur? Extérieur. Alors, extérieur, quoi? Il y a plus de calcium ici dans le cytosol? Non, dans le Ouais, à RE. l'extérieur. Alors, c'est faux. Dans le RE. Alors, déjà, il faut le savoir. C'est que dans la lumière, qui est égale à la matrice extracellulaire, il y a plus de calcium. Le gradient de concentration, il est plus important ici. Mais ça, il faut le savoir. Mais même sans le savoir, tu aurais pu le déduire tout seul. Je ne sais pas si c'est qui, ZM, je crois. Tu peux le déduire tout seul. C'est qu'ici, Ouais. c'est une calcium ATPase. Ouais, mais j'ai confondu en fait l'extérieur des deux trucs. Ah, L'extérieur, d'accord, c'est pour ça. d'accord. Ça, c'est une calcium ATPase. Donc, quand le calcium il va de là à là, il va contre le gradient. Donc, en fait, il y a beaucoup plus de calcium à l'intérieur ici. Ici, à l'extérieur, pareil, c'est la même chose qu'à l'intérieur. Donc, le calcium, naturellement, il va de là à là et il rentre ici. Donc, ça, c'est juste pour que vous compreniez bien l'enjeu de la contraction musculaire. D'où ça part. Pas vous dire une contraction musculaire, ça part, mais non, pour vous dire exactement comment part une contraction musculaire. OK. On revient au chapitre 7. Et en fait, dans la contraction musculaire, il y a, donc ça c'est la cellule, ok, cellule musculaire. Ce que vous voyez ici, c'est les noyaux, ok, et c'est cette zone-là qui va être importante, ok. Au niveau de cette zone-là, entre la membrane plasmique, vous allez voir le RE, qu'on vient de voir à l'instant, et justement, il y a un terme qui est très important, c'est le sarcomère. Alors, pour le noter dès à présent, c'est que le sarcomère, c'est l'unité contractile du muscle. C'est dans le sarcomère que va se passer la contraction musculaire. Donc en gros, juste pour que vous compreniez, le sarcomère, il est là. Vous l'imaginez ici dans le chapitre 11, il est là le sarcomère. C'est une unité contractile. Et dans ce sarcomère, c'est pas évident à expliquer, hein, mais juste je veux que vous compreniez. Dans le sarcomère, vous allez avoir ça. Ça, c'est un sarcomère. Le sarcomère est composé de disques clairs, 2, et d'un disque sombre. Dans le disque sombre, c'est là où est la myosine de type 2. C'est à ce niveau-là dont on parle depuis tout à l'heure. Et dans les disques clairs, c'est là où il y a le microfilament d'actine. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans le détail, mais je veux juste vous situer la chose. OK ? Je répète, la myosine type 2 se retrouve dans un sarcomère dans le disque sombre, alors que le microfilament d'actine qui va jouer un rôle dans la contraction musculaire est toujours dans le sarcomère sur les disques clairs. Et donc là, on va le voir. On va voir comment se passe la contraction musculaire. Regardez. C'est pour ça que je vous avais montré le schéma pour que vous compreniez bien. Vous voyez, le sarcolème, c'est la membrane plasmique. Donc là, imaginez votre neurone. Vous imaginez l'onde de dépolarisation qui va aller dans le tubule T, qui jouxte le réticulum. Alors là, il est marqué sarcoplasmique. Le réticulum sarcoplasmique, c'est comme le RE, sauf que ça se situe dans la cellule musculaire. Donc le réticulum endoplasmique, ici donc le RE, ok, avec le tubule T qui va former ce qu'on appelle une triade. Bon, oubliez ça. Et en fait, alors c'est pas du tout à l'échelle, juste en dessous, comme je vous l'ai dit, il y a ce sarcomère, ce fameux unité contractile. Et dans ce sarcomère, je le répète, à l'intérieur, si on fait un zoom, il y a notre ami, la myosine de type 2, qu'on voit ici schématisée, en filament bipolaire, constante et immobile. Alors qu'ici, vous voyez ici, ça c'est ça, ça c'est ça. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comment il y a la contraction, lui il ne bouge pas, la myosine ne bouge pas. Et qu'est-ce qui bouge? C'est les microfilaments d'actine. Vous voyez? Raccourcissement du sarcomère. C'est pour ça que tout à l'heure,
je vous l'ai dit, il y a augmentation de calcium. Ici, le calcium qui sort, qui va être ici, le calcium, rétinium sarcoplasmique, calcium, et qui va permettre la contraction musculaire. Le microfilament d'actine diminue, alors que la myosine de type 2 reste constante. D'accord? Ah voilà, en plus il y était là le schéma, je n'étais pas obligé. Donc ça, il faut vraiment arriver à faire le lien entre ces deux schémas. Ça, ici, c'est à la suite, on a ici. Ok. Donc globalement, alors ça, hop, il y a un truc qu'on n'a pas bien vu. Alors, ici, je vois si on le voit mieux. Ici, non, ça c'est microtubule. Il y a un autre schéma que je vais vous mettre dans la fiche, hein, où on détaille encore plus la contraction musculaire, comment elle se déroule. Il faudra bien apprendre ce schéma, je vais vous le dire. Ok, mais ce schéma est vraiment très important parce qu'il situe bien la chose. En fait, tu es là, mais ils l'ont coupé. Donc ici, en gros, retenez que l'histoire, c'est la suivante. Et je vais vous mettre le schéma, ne vous inquiétez pas, il va être à la suite. Vous imaginez ici qu'on est là, à la base, on est au niveau d'une cellule musculaire, ici. Tout se passe bien, elle est au calme, elle n'est pas contractée. Il y a un moment où vous allez donner un ordre à votre tête qui va éliminer un potentiel d'action, qui va libérer du calcium, qui va libérer l'acétylcholine, qui va faire continuer le potentiel d'action dans un tubule T et qui va donc libérer du calcium, ok, libérer du calcium. On en est là. Maintenant, il faut bien que vous compreniez qu'à la base, le microfilament d'actine, lui, il était stabilisé par la tropomyosine. Donc, nouvelle protéine, la tropomyosine est une protéine qui va masquer le site de fixation à la myosine. C'est-à-dire que tant qu'il y a la tropomyosine, cette myosine-là ne peut pas se fixer. Et lorsqu'il y a, et c'est ça tout l'intérêt du calcium, lorsqu'il y a augmentation du calcium, la tropomyosine dégage, la myosine qui a été préalablement phosphorylée en filament bipolaire va se mettre sur le microfilament d'actine, okay, et là, on arrive à notre fameuse contraction. Okay, donc tout se passe en fait ici à niveau du segment donc sombre du sarcomère. D'accord? Donc ça, c'était tout ce qu'il fallait savoir donc, sur le cytosquelette microfilament d'actine. On va commencer le microtubule. Microtubule, c'est la même chose. Sauf que microtubule, lui, la polymérisation, on va le faire en gros, la polymérisation se fait non pas grâce à l'ATP, mais grâce au GTP. Et la particularité du microtubule, c'est qu'il a… Alors, le microfilament d'actine, c'était quoi? C'était l'actine. Donc, il n'y avait qu'une seule type d'actine. Et en fait, pour le microtubule, c'est ce qu'on appelle la tubuline. Et il y en a deux, tubuline bêta et tubuline alpha. Donc, lorsque la tubuline bêta et alpha, on dit comme ça maintenant, ça sera un peu différent après, et sont couplés au GDP, ils restent sous forme de monomère. Mais lorsque la tubuline bêta est couplée au GTP, il y a une polymérisation, d'abord en ce qu'on appelle un protofilament. Et lorsque 13 protofilaments se mettent en adéquation, enfin ensemble, ça a formé ce qu'on appelle le microtubule, okay, avec les 25 nanomètres en question. D'accord? Donc là, pareil. Alors, ce qui est intéressant ici, maintenant vous le savez, c'est que c'est la tubuline bêta qui fixe le GTP ou le GDP. Ce n'est pas la tubuline alpha. Alpha, elle va aider, mais la tubuline bêta, c'est elle qui va participer, qui va en tout cas fixer soit le GTP, soit le GDP. Ok. Donc là, c'est ce qui est marqué ici dans votre schéma.
Ça, c'est un schéma à apprendre parfaitement pour vous montrer les différentes étapes de la polymérisation du microtubule. Donc là, c'est très simple. Donc ici, on a, donc je répète, la tubuline bêta. On commence ici, le schéma. Tubuline bêta couplée au GDP. On est d'accord? On est bon? Tout le monde est OK. Cette tubuline bêta, lorsqu'elle est couplée au GDP, elle va donc, ici, elle va subir un échange GTP-GDP. Alors là, retenez juste que les chaperons vont permettre cet échange-là. On ne sait pas comment, pourquoi, juste retenez que les chaperons, elles vont aider l'échange. Elles vont permettre l'échange. La tubuline bêta est couplée au GTP. La tubuline alpha va la rejoindre. Ok, donc je répète, on a donc maintenant tubuline alpha et tubuline bêta couplées au GTP, un dimère, qui va former le protofilament. Ok, ici. Le protofilament va être en 13 catégories et va former le microtubule. Donc je rappelle que ici, lorsqu'on n'en a plus besoin, lorsqu'on n'a plus besoin de microtubule, on va avoir ce qu'on appelle une hydrolyse du GTP, qui va permettre donc au microtubule de se désorganiser, de se courber dans un premier temps, et de revenir à l'état de dépolymérisation, donc à l'étape de monomère libre. Vous vous rappelez ici le GTP gamma S, c'est comme du GTP, mais il n'est pas hydrolysable. Donc si ici, on met du GTP gamma S, il n'y a plus d'hydrolyse puisqu'on ne peut pas l'hydrolyser. Et donc ici, on ne peut pas arriver à cette étape-là. Donc si on met du GTP gamma S, on bloque cette étape-là et le microtubule est toujours activé, toujours activé. C'est ça, on vous dit juste que c'est un moyen de diminuer la dépolymérisation. Et enfin ici, juste, c'est quoi? L'éthanol, c'est l'alcool que vous buvez. Donc l'alcool que l'on boit se transforme dans le peroxysome en une molécule qui s'appelle l'acétaldéhyde. Et l'acétaldéhyde va avoir un rôle d'inhibition, de la tubuline alpha. Voilà, je suis désolé, beaucoup de mots, il faut retenir, mais il faut et ça c'est un schéma qui est très important à apprendre. Enfin, au niveau des mots, je suis désolé là aussi. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé de la vinblastine et de la phalloïdine, qui sont les deux drogues qui vont bloquer la polymérisation. Ici, pour le microtubule, ça s'appelle colchicine et vinblastine. Donc, colchicine et vinblastine, c'est les deux choses que je vous demande d'apprendre. Elles vont avoir comme rôle de bloquer les deux la polymérisation en se fixant sur la tubuline libre. Donc, en gros, la vinblastine ou la colchicine va se fixer ici. Elle va empêcher la polymérisation. Donc, c'est des sortes de choses, des maladies qu'on a. Et enfin, le taxol, le taxol va avoir un rôle de stabilisateur des microtubules. Donc, il y a la phalloïdine, vinblastine, colchicine, taxol et le dernier, bon, vous avez ça, les 5, il faut vraiment les apprendre, savoir leur rôle. Je répète, vous mettez un post-it, je sais que ce n'est pas évident, vous mettez un post-it devant votre figure et vous allez le savoir parfaitement. Donc ici, colchicine, vinblastine, taxol. Donc ce schéma, il résume tout ce que je viens de dire. Ça, on s'en fout un peu. Ça, c'est pareil. Alors, voilà, là, on arrive maintenant. Ça, c'est la dernière chose que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, on a fini assez tôt. Je suis content. Et on fera la prochaine fois, on reverra ça et on finira le chapitre 7. Tout à l'heure, j'ai parlé des protéines motrices du microfilament d'actine. Aujourd'hui, on a vu myosine de type 1, myosine de type 2. Myosine de type 1, c'est pour le transport des vésicules. Et myosine de type 2, c'est pour la contraction musculaire. On a vu chacun les rôles. Vous allez le revoir pour que ça soit plus clair. Les protéines motrices, et on avait dit quoi aussi? On avait dit que c'était des protéines qui étaient ATP-asiques, parce qu'elles avaient des têtes ATP-asiques. J'espère que tout le monde s'en souvient bien. Maintenant, les protéines motrices du microtubule s'appellent la kinésine et la dynéine.
Ne confondez pas avec dynamine, des choses comme ça. Kinésine et dinéine. Très simple. Dinéine, ça va du plus au moins. C'est-à-dire que la dinéine, elle permet de transporter la vésicule de l'extrémité plus à l'extrémité moins. Donc de la périphérie au centre. Alors que la kinésine, elle va de l'extrémité moins à l'extrémité plus. Elle va donc du centre à la périphérie. Pour retenir, c'est très facile. Enfin, très facile. Pour moi, c'est facile. Parce que j'ai mes logiques à moi, mais je ne sais pas si ça va être la vôtre. C'est très facile. Pourquoi c'est très facile? Parce que je vais vous montrer une cellule. Dommage, si j'avais un tableau, je vous l'aurais bien fait. Imaginez-vous ça, tout ça, c'est une cellule. Tout ça là. C'est une cellule carrée. Ok, vous imaginez. Ça, c'est l'extrémité plus, plus, plus. Et le centre, c'est l'extrémité moins. La dinéine, elle va venir ici, elle va transporter les vésicules jusqu'au centre. Et la kinésine, le contraire, elle va transporter du moins au plus. Pour retenir, c'est facile. Quand on passe du plus au moins, j'ai l'impression qu'on descend. On descend, donc c'est la dinéine. Ça commence par un D. Et donc, quand vous connaissez ça, après la dinéine, c'est le contraire. OK? Donc, faites attention. Et ça, je veux que vous compreniez bien ça. Ça, c'est très important, ce que je vais vous dire. La dinéine et kinésine aussi sont des protéines ATPasiques. Comme la myosine, comme les myosines. Sauf que la différence, c'est que l'actine, vous voyez, pareil, hein, vous voyez, il y a 2 pieds. La vésicule, vous l'imaginez ici, elle est ici. 2 pieds, la route, et on avance. Sauf que pour la lactine, qu'on a vu la dernière fois, c'était une protéine ATPasique, ici, donc c'était ATPasique, qui marche sur un complexe aussi qui est ATPasique, puisque le microfilament d'actine, il est ATPasique, puisqu'il se transforme grâce à l'ATP, et il y a une dépolymérisation grâce à l'ADP, etc., etc. Mais le microtubule, lui, il a une composition GTPasique. Donc faites attention, ça c'est les genres de pièges qui tombent souvent. Les protéines motrices sont ATPasiques, mais les cytosquelettes, lui, il est GTPasique, alors que le microfilament d'actine, il est ATPasique. Okay, donc ne confondez pas tout, ne pensez pas ici que c'est GTPasique parce que c'est sur le microtubule. Toutes les protéines motrices sont ATPasiques, mais les protéines ici, le microtubule est GTPasique. Et là, vous allez le noter, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, c'est que la kinésine et la dinéine, donc ces 2 protéines motrices, transportent les vésicules sur de longues distances et à vitesse courte, à vitesse élevée, importante. Alors que l'actine, elle va avoir comme rôle de transporter les vésicules sur de courtes distances à vitesse lente. Ça, c'est très important. Ça, on va le revoir, tout ça, on aura bien avancé. Ça, si on vient de le dire à l'instant, ça, on va le revoir pour bien fixer les choses. Il y a un schéma sur lequel je voulais qu'on finisse en beauté. Il faut que vous appreniez par cœur. Donc ici, voilà, la kinésine, dinéine, vous voyez ici les plus, moins de la cellule. Donc plus ici, périphérie, moins centre. OK, plus, moins. Dinéine. Alors, dinéine. Alors, je ne sais pas si on le voit ici. On ne le voit pas bien ici. Mais en gros, dinéine, ça va de là à là. Kinésine, ça va de là à là. Kinésine, ça va de là à là. Dinéine, ça va de là à là. Alors ici, notez en rouge que le centre qu'on appelle le moins dans une cellule, ça peut être 3 choses. Soit le centrosome, qu'on verra la prochaine fois, qu'on a vu au début, mais le centrosome qui est ici, est composé des 2 centrioles. Ça peut être aussi le noyau. Donc, à proximité du noyau, c'est le pôle moins. Et dernière chose, ça peut être aussi le Golgi. Le Golgi, quand on va vers le Golgi, on va vers le moins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où on va vers le Golgi, retenez qu'on va vers le moins. Donc ici,
Quand on passe du RE et qu'on va vers le Golgi, on utilise la dinéine. Ça va du plus au moins. Et quand on va du Golgi à la membrane plasmique, c'est du moins au plus. Donc, on utilise la kinésine. OK? Ça, voilà, juste il faut avoir les réflexes. Et ce schéma, la figure 9, je veux que vous la connaissiez par cœur parce que ça résume tout ce qu'on dit depuis le début. Ça, on part d'une endocytose à une exocytose. Ça s'appelle la transcytose. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, dans la transcytose, on a donc ici l'endocytose. On a la dynamine, excusez-moi, qui permet le détachement. La queue-d'actine avec ARP23 plus la dynamine. Ici, on l'amène, cette vésicule, donc là, c'est la queue-d'actine, donc c'est les micros ici. Retenez bien, vous le notez aussi, il n'y a aucune myosine qui intervient ici. Ici, il n'y a aucune myosine qui intervient. Puis, qui va prendre le relais? C'est le microtubule. On va du plus au moins, donc c'est la dinéine. Donc ici, on a du plus au moins, donc c'est la dinéine. On va vers le centre de la cellule, ou vers l'endosome. Et maintenant, on va du moins au plus, c'est la kinésine qui prend le relais. Donc ici, je répète, courte distance, vitesse lente. Longue distance, vitesse rapide. Enfin, vers le centre, vers la périphérie, lorsqu'on veut une exocytose, c'est la myosine de type 1. Donc ici, il y a une myosine de type 1. On a l'action de la gelsoline, vous l'imaginez. Et on a donc l'augmentation du calcium, gelsoline, activation de l'ATP et déformation du cytosquelette. Arrière de la cellule, avant. Tout ça, ça permet le déplacement de la cellule. La cellule, elle se déplace, elle bouge grâce à ces flux d'endocytose et d'exocytose. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. J'ai une question. Je vais vous faire une fiche qui va résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui, comme d'habitude. Comme ça, vous avez une bonne trace écrite avec mes commentaires à moi sur ce qu'on a vu. Encore une fois, le cytosquelette, c'est pas facile. Okay, c'est plein de notions, plein de mots, plein de nouvelles choses, mais il faut le voir, le revoir, le revoir. Je vous répète, qu'en biocé, pour être fort, il faut en faire 1 heure par jour. Si vous arrivez à faire 1 heure par jour, même 3/4 d'heure par jour, où vous voyez que 10 schémas, c'est ça qui va vous faire progresser. Si vous voyez 1 heure tous les 3-4 jours, vous ne progresserez jamais. Donc ça, c'est le genre de schéma, il faut les voir régulièrement. Et au fur et à mesure, ça va rentrer. Au fur et à mesure, les mots vont rentrer. Pareil, dinéine, vous le mettez sur un post-it. Kinésine, vous le mettez sur un post-it. Myosine, etc. Tout ça, c'est très important. Donc, je vais vous faire la fiche. Je vous enverrai à la fin du chapitre 7 des QCM, bien évidemment, sur le chapitre 7. Puisqu'il ne nous reste pas grand-chose à voir, donc c'est bien. Et surtout, je vous ferai donc un petit récap au fur et à mesure. Donc, j'imagine qu'il y a pas mal de questions qu'on va me poser. Et je vous ferai un petit récap cette semaine en questions-réponses, comme j'ai fait hier. C'était très sympathique. Et pour permettre à tous d'être clairs sur tout. OK? Donc voilà, il est 19h57. J'insiste pour que vous puissiez applaudir à nos soignants. C'est très important. On ne peut pas faire grand-chose, mais au moins on peut les soutenir, même moralement, et je pense que c'est important. Donc voilà, je tenais à ce qu'on finisse à l'heure. Bon courage à tous et à très bientôt. Merci. 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 Merci.